Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Sébastien et je te remercie profondément de m'avoir effectivement convié aujourd'hui avec Clémentine. Cela m'honore, ça me fait extrêmement plaisir et ça a beaucoup de sens pour moi en fait parce que la boucle est bouclée. Comme vient de le dire Sébastien, j'ai commencé ici au Collège de France en tant qu'étudiante en thèse juste à côté. C'était à l'unité 114 à l'époque, ça s'appelait comme ça, chez Jacques Lominski. Alors le Collège de France, c'est un lieu très particulier. Comme vous savez, il a été créé à la Renaissance, comme en témoigne la date sur ce slide, par François Ier, avec pour mission de diffuser le savoir de manière libre et ouverte et d'enseigner des disciplines nouvelles. Et cette mission, je voudrais insister là-dessus, c'est pour ça que je commence en introduction, elle est encore plus vraie aujourd'hui dans un monde où certains pays, ou plutôt certains de leurs dirigeants, pensent que dominer et soumettre par la violence et le mensonge vont permettre de bâtir un monde plus avantageux pour eux. Et je pense que l'histoire se répète et montre immanquablement qu'ils se trompent et qu'ils vont tôt ou tard perdre et leur peuple avec. Et c'est pour ça, et j'insiste, je profite de cette, je reviendrai après à Doxa Nano, mais je profite aussi de ce moment pour vraiment insister sur notre combat qui passe par l'innovation pour la liberté de décision et d'action. Et c'est un combat qui est bien mené par l'Europe. On a une carte à jouer maintenant pour façonner le monde de demain, pour faire en sorte que nous soyons aussi les pionniers de ce monde et bâtir nos propres innovations selon nos propres valeurs. Et c'est pour ça que je pense que la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt-Schweller, Liliane Bettencourt, du Collège de France, elle a encore plus de sens aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Alors voilà, je suis vraiment ravie d'apporter mon témoignage à double titre, en tant que fondatrice et dirigeante de Doxa Nano, comme Sébastien l'a rappelé à l'instant, et aussi parce que j'ai pas mal contribué au niveau national à façonner une partie de l'innovation. Alors, il y a exactement 30 ans, donc en 1995, je soutenais ma thèse ici au Collège de France sur la maladie de Parkinson. Donc, si tu évoquais ça à partir d'un modèle de souris qui s'appelait Weaver. Et c'est ici, en fait, mon envie de transformer la recherche en innovation est vraiment née. Et on est allé à la cafétéria juste avant avec Sébastien, Clémentine et Camille. Et c'est des discussions à la cafétéria et des discussions au labo, bien sûr, qu'est venue ma passion pour transformer la recherche en innovation. Et je voudrais remercier en fait 3 personnes. La première, c'est Jacques Lominski, le professeur Jacques Lominski, qui a donc dirigé l'unité 114, qui a été aussi administrateur du Collège de France, qui a été à l'origine d'une grande partie des travaux de rénovation. Et Jacques Lominski était pionnier. Vous verrez, pionnier, pour moi, innovation égale innovation de rupture, égale pionnier, égale puissance économique, pour maintenir notre modèle de démocratie sociale. Donc Jacques Lominski a été pionnier dans l'interdisciplinarité. Son labo, c'était 2 étages. Il y avait de la chimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, de l'électrophysiologie, l'animalerie au moins 4. Et il a aussi bâti des ponts entre la neurobiologie et puis la neuropharmacologie et la psychiatrie. Il y a eu pas mal d'études faites sur l'addiction dans son labo et aussi avec la maladie de Parkinson, donc avec la neurologie. Il faisait ce qu'on appelle maintenant la recherche translationnelle, mais il le faisait à l'époque. Il a été aussi pionnier puisqu'il avait compris que l'innovation, ça passait par un lien fort entre le public et le privé. Et moi-même, j'ai été financée par une bourse Rhône-Poulenc-Rorer. Et enfin, il a été pionnier puisque, au-delà du fait qu'il appréciait beaucoup les femmes, il les a promues dans son labo, il les a aussi promues en dehors. Donc c'était vraiment un pionnier, je crois que c'était ça. Il faisait de la recherche, mais il faisait de la recherche et l'innovation. La deuxième personne que je souhaiterais vraiment remercier, c'est Philippe Hacher, qui dirigeait l'Institut de biologie à l'ENS, à Ulm, et qui est aussi, à l'époque, le patron du débat de pharmacologie. Il m'a beaucoup guidée et m'a écoutée dans mes nombreux moments de doute. Et enfin, la troisième personne, c'était mon directeur de thèse, Mathieu Lévi-Strauss. Il a toujours des idées très originales, il avait une exigence extrême, et il avait toujours un regard décalé. Je crois que même si on faisait de la recherche fondamentale, ce regard décalé est nécessaire pour faire l'innovation de rupture. Il avait beaucoup d'humour et il m'a permis en grande partie d'être ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai fait. Voilà, cette formation initiale, faite ici, par la recherche, avec vraiment un objectif aussi d'innovation, a été complétée par le MBA du Collège d'ingénieurs. Elle a été décisive dans mon parcours, puisqu'en fait, j'ai rejoint des groupes Saint-Gobain, Stellantis, L'Oréal, j'étais directrice financière de Stellantis. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'en fait, cette formation par la recherche, elle est clé. Elle nous permet d'occuper des postes importants. J'ai eu des postes de comité exécutif. Je dis ça pas pour me vanter, mais juste pour dire que la formation par la recherche, elle est fondamentale et elle mérite une très grande reconnaissance en France. Et donc, il y a 2 ans, effectivement, j'ai fondé Doxa Nano
Et la raison pour laquelle je prends le temps de vous raconter tout cela, c'est qu'on apprend par la recherche à aimer l'inconnu, à aller le chercher, à être à l'aise avec l'incertitude, pour imaginer, inventer l'avenir, et un avenir positif et utile aux hommes et à la planète. C'est être pionnier et c'est innover. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Doxa Nano. C'est l'innovation de rupture dans un domaine précis, Sébastien l'a évoqué, celui de la lutte contre le cancer, contre certains cancers. Alors à notre échelle, on est une toute jeune pousse, hein, on a été créé il y a 2 ans, et avec une équipe de choc que je présenterai tout à l'heure, mais dont évidemment Sébastien Le Commandou fait partie. Alors ce qu'on cherche chez Doxa Nano, c'est à révolutionner la chimiothérapie et à vraiment résoudre un paradoxe de la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça reste le traitement de référence dans le monde, puisque sur 17 millions de patients par an, 60% d'entre eux sont traités par chimiothérapie. Et pourtant, la chimiothérapie présente un paradoxe important, puisqu'on injecte la dose qui est tolérée par le patient et non la dose localement la plus efficace pour éradiquer la tumeur. Pourquoi ? Puisque vous le savez, les molécules anticancéreuses sont des molécules toxiques pour les cellules en croissance. Les cellules cancéreuses sont des cellules en croissance, mais il y a d'autres cellules dans le corps qui sont saines et qui sont en croissance. Et donc, en réalité, avec la chimiothérapie, il y a une dose trop faible qui est dans la tumeur et qui permet d'éradiquer totalement la tumeur, et une dose trop forte sur les organes sains pour être totalement inoffensive. Nous, on veut inverser ce paradigme et avoir, grâce à une technologie que je vais vous présenter à base de polymersome, que je vais vous présenter dans un instant, on veut atteindre dans la tumeur une dose de chimiothérapie jamais atteinte auparavant pour vraiment éradiquer la tumeur, tuer la tumeur. Et en revanche, on veut atteindre sur les organes sains les doses les plus faibles jamais atteintes auparavant pour préserver ces organes. C'est ce qu'on a appelé la chimiothérapie commande à distance. Et comme l'a dit aussi Sébastien, on fait des choses simples parce qu'on veut toucher un grand nombre de patients. Alors, vous avez vu déjà ces représentations, ce sont ces fameux polymersomes que Sébastien évoquait à l'instant. Donc, ce sont des nanovésicules qui font 100 nanomètres de diamètre, qui sont avec une épaisseur de membrane d'enveloppe qui fait 14 nanomètres. Ce sont des sphères donc creuses. Et nos nanovésicules, ces polymersomes, sont très stables en conditions physiologiques et se comportent comme de véritables coffres-forts, nano-coffres-forts à molécules anticancéreuses. Ces polymersomes ont une autre fonctionnalité qui est à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils sont très stables et en même temps dégradables sous rayonnement de radiothérapie. Donc c'est un coffre-fort stabilité colloïdale égale coffre-fort égale transport sécurisé de molécules cytotoxiques dans le corps en injection intraveineuse, dégradation sous radiothérapie égale instabilité colloïdale pour permettre la libération de son contenu dans la tumeur. La base, c'est ce qu'a montré tout à l'heure Sébastien, en fait, c'est ce copolymère, qui est donc un copolymère amphiphile, et je parle sous le contrôle savant de Sébastien. C'est un copolymère amphiphile avec du polybenzyl L-glutamate à gauche, la partie hydrophobe, polypeptide, biodégradable, et le fameux PEG, polyéthylène-glycol, la partie hydrophile. Et ce copolymère a au milieu une sonde clivable qui, sous rayonnement de radiothérapie, en fait, clive le copolymère. Donc ce copolymère, comme l'a expliqué Sébastien, il s'auto-assemble avec les molécules cytotoxiques en nanovésicules sphériques. Vous le voyez ici. Et donc ce qu'on regarde à l'échelle, ce qu'on voit à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire ce clivage par le rayonnement radiothérapie, va se produire au niveau colloïdal avec une dégradation de la nanovésicule de sorte que son contenu sera libéré. Donc le protocole cible, tel qu'on l'imagine, c'est un protocole où chez un patient atteint d'une tumeur localement avancée, on localise bien sûr où est la tumeur. Ensuite, on va injecter en systémique nos nanovésicules qui contiendront donc l'anticancéreux. Donc là, on s'inscrit vraiment dans des protocoles existants. J'ai 2 termes, c'est être pionnier et simplicité. Voilà. Donc nous, on veut faire de la rupture en étant très simple. Donc on s'inscrit dans les protocoles existants. Le nanomédicament va bien sûr circuler dans le corps, on l'a vu, il va aller dans le foie, il va aller dans la rate, enfin il suit la circulation sanguine. Il va aussi aller s'accumuler dans la tumeur par l'effet de perméabilité et rétention accrue que Sébastien a expliqué juste un instant. Là, le radiothérapeute va donc irradier la tumeur. Les nanovésicules sous l'irradiation vont se dégrader et libérer de façon ciblée, précisément contrôlée dans le temps et dans l'espace, leur contenu en molécules anticancéreuses. Et ce qu'on espère, c'est évidemment une éradication de la tumeur. Et pendant ce temps-là, les nanovésicules qui n'auront pas été irradiées
puisqu'ils n'ont pas été soumis à l'irradiation, l'effet coffre-fort dure, mais évidemment, c'est des polipeptides, donc ça va se dégrader. Donc la dégradation va être lente. On aura des doses filées de molécules anticancéreuses qui vont se libérer sur les organes sains. Et ce qu'on attend, c'est que ce soit des quantités infratoxiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment le protocole cible. Et les tumeurs qu'on cible sont les tumeurs localement avancées. Ce sont des tumeurs qui n'ont pas encore métastasé, mais se sont un peu répandues dans leur région d'origine, ce qu'on appelle les tumeurs localement avancées. Et en fait, ces tumeurs localement avancées ont eu un traitement de référence, un traitement qui a été trouvé il y a 50 ans, qui a révolutionné leur traitement, qui s'appelle la chimio-radiothérapie concomitante. C'est le fait que des patients reçoivent pendant 5 semaines, pour faire simple, la chimio le matin et la radiothérapie l'après-midi pour avoir un effet synergique. Ce traitement, il a eu des optimisations depuis 50 ans, le fractionnement de la radiothérapie, la quantité de chimio, la dose, etc., mais pas de nouvelles révolutions. On veut, avec la chimiothérapie commandée à distance, apporter cette deuxième révolution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de patients qui meurent. Si on prend le cancer de l'œsophage, 70% des patients meurent en moins de 5 ans. Si on prend le cancer du rectum, par exemple, là, l'enjeu, ce n'est pas la survie, puisque 98% des patients vivent, mais ils vivent sans rectum. Donc là, l'enjeu, c'est la préservation de l'organe. Donc, chez Doxia Nano, on a 2 enjeux. C'est pour ça qu'on fait la innovation de rupture. On veut vraiment changer la donne pour des patients atteints de cancer, de tumeurs localement avancées. On veut soit leur permettre de vivre, soit leur permettre de vivre en ayant préservé un organe critique. Là, vous avez donc ces polymérsomes, on les voit. Hein, c'est notre des très jolies nanovésicules qui font 100 nanomètres de diamètre avec une paroi épaisse de 14 nanomètres. Elles sont très bien... leur diamètre sont très peu de polydisperses, et ça c'est important puisqu'on veut vraiment maîtriser. On est en pharma, hein, l'objectif c'est de faire de l'innovation, c'est-à-dire de passer d'une découverte de laboratoire en produit, et pour ça on est soumis, et c'est bien normal puisqu'après on va chez l'homme, on est soumis à des réglementations extrêmement strictes, que ce soit de l'IMA Europe, NSM en France ou FDA ou au Japon, enfin quel que soit dans le monde, et donc il faut pouvoir, pour répondre à votre question, monsieur, sur la simplicité, il faut pouvoir tracer, reproduire, garantir que quand on dit qu'on injecte X milligrammes de médicaments, et bien que ce ne soit pas X plus 50% ou X moins 50%. Donc la traçabilité est très importante. Donc avec la chimie des polymères, on atteint cela. On a évidemment la première question à laquelle, donc je vous montre certains résultats, pas évidemment l'exhaustivité des résultats. On a des très très bons résultats, donc on vient juste de commencer. On a notre première indication cible, c'est de la tumeur du rectum. Donc on a injecté nos nanovésicules vides, elles ne contiennent pas d'anticancéreux pour l'instant. La première question à laquelle on a souhaité répondre, c'est nos nanovésicules vides s'accumulent-elles bien dans la tumeur ? Pour cela, on a injecté des nanovésicules marquées à la cyanine 7 fluorescente qu'on peut suivre de façon très facile chez des souris greffées avec des tumeurs colorectales sous-cutanées, donc la lignée CT26. Et à la question « est-ce que les nanovésicules s'accumulent-elles dans la tumeur ?», la réponse est un grand oui. Vous voyez ici, donc il y a tous les organes qui ont été ensuite prélevés à 24 heures, 5 heures, 24 heures et 48 heures. Et donc vous voyez en fait que dans la tumeur, on a effectivement au bout de 5 heures une accumulation, au bout de 24 heures une très grande accumulation comparable à celle du foie, le foie étant l'organe où tout va dedans. Hein. Quand on injecte quelque chose, ça va dans le foie. Donc vous voyez que c'est assez spectaculaire. On a autant d'accumulation dans la tumeur que dans le foie. Et puis on semble avoir atteint un plateau au bout de 48 heures. Donc on a une très bonne accumulation dans la tumeur, une très longue circulation dans le sang qui permet cette accumulation. Et quand on fait le ratio, différents ratios, tumeur sur muscle, tumeur sur foie ou tumeur sur rate, qui nous permet en fait de voir la spécificité de l'accumulation tumorale par rapport à d'autres organes, et bien là, on obtient des chiffres qui sont très importants, puisque ce ratio est de 14-15 au bout de 24 heures dans la tumeur sur muscle. Pardon, ces 3 organes, muscles, foie et rate, étant des organes très irrigués. Hein, donc c'est intéressant, puisque comme ils sont très irrigués, les nanovésicules y vont naturellement. Pour le tumeur sur foie, on obtient environ 1, et puis tumeur sur rate, on obtient 2. Ce chiffre-là est assez spectaculaire, puisque pour des nanovésicules non ciblées, biologiquement, c'est notre cas, hein, nous, il n'y a pas de ligands sur les nanovésicules qui disent tu vas aller voir, tu vas cibler spécifiquement, il n'y a pas d'anticorps, on n'a pas fait de ciblage biologique. Donc nous, c'est une technologie universelle, c'est une approche universelle, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des marqueurs spécifiques sur une cellule cancéreuse pour aller la trouver. Eh bien, pour des nanovésicules tels les liposomes ou d'autres nanovésicules
non ciblés biologiquement, ce ratio tumeur sur muscle, il est plutôt de l'ordre de 2 ou de 4. Donc c'est assez spectaculaire que pour des nanovésicules non ciblées biologiquement, on obtienne ce ratio de 15. Et même pour les anticorps couplés à des molécules cytotoxiques, donc les fameux ADC, qui ont révolutionné certains types de cancers, en fait, ce ratio, il est de l'ordre de 10. Donc on a ici, on détient chez Doxa Nano une plateforme technologique fondée sur ces polymérsomes qui, en absence de ciblage biologique, montre une spécificité tumorale très importante. Donc on est vraiment très content de ce résultat. Évidemment, il faut rester humble et modeste, c'est le début de l'aventure, c'est un modèle animal, c'est la souris. Enfin, on aurait eu un mauvais résultat, on aurait été un peu... Voilà, ça aurait été un peu compliqué. Là, ce n'est pas un bon résultat, c'est un excellent résultat. Donc on est à fond maintenant sur l'encapsulation de notre premier anticancéreux de choix, le 5-fluorouracil, pour pouvoir ensuite faire des manips où on voit l'éradication de la tumeur. Je vous le disais, c'est une équipe de choc. Donc moi, je me suis présentée. Sébastien, vous le connaissez par cœur maintenant. On a 2 jeunes à nos côtés. Donc, vous voyez, c'est une équipe très paritaire, de garçons, deux hommes, 2 femmes, 2 vieux, 2 jeunes. Voilà, donc on fait attention aux équilibres des âges. Et donc, on a 2 jeunes qui nous accompagnent. Le docteur Leslie Dubrana, qui est aussi cofondatrice de Doxa Nano avec Sébastien et moi-même, et qui a le double cerveau. Elle est à la fois ingénieure et docteur, ce qui est très précieux. Et elle a aussi travaillé sur le glioblastome avec une activation par la photothérapie dynamique dans le laboratoire de Sébastien Lecommandou en postdoc. Et on a Julien qui nous a rejoint aussi, qui est un brillantissime chimiste qui fait aussi de la modélisation. Voilà. Donc c'est l'équipe de choc, et on a été rejoint par 2 stagiaires, et on aura aussi une autre jeune femme qui nous rejoindra bientôt. Voilà, donc c'était pour la partie scientifique et technique. Et je vous le disais en introduction, j'ai à la fois créé Doxa Nano avec Sébastien et Leslie. J'ai aussi pas mal travaillé pendant quelques années pour promouvoir l'innovation de rupture auprès du gouvernement français. J'ai dirigé le groupe innovation dans le cadre du projet de loi de programmation pour la recherche, qui a donné lieu à pas mal de recommandations évidemment, j'ai piloté un groupe de travail, je n'étais pas toute seule ça a donné lieu à des recommandations qui ont été mises en œuvre. Et donc j'aimerais en fait partager avec vous mes convictions sur l'innovation, puisqu'en ayant été formée par la recherche ici, en ayant passé plus de 15 ans dans les grands groupes français scientifiques et innovants, en ayant travaillé pour le gouvernement, et puis maintenant en ayant créé Doxa Nano, voilà, j'ai un certain recul et quelques convictions sur l'innovation. Alors, comme je le disais en introduction, le rôle de l'innovation, c'est vraiment de bâtir le monde de demain, au service des citoyens et de la planète, et de bâtir de la puissance économique. On est dans un modèle de social-démocratie, donc en partie en France, on redistribue beaucoup. Si on n'augmente pas la taille du gâteau, on ne va pas arriver à redistribuer. Ce n'est pas en prélèvement toujours des impôts que ça marchera. Ça ne marche pas. Enfin, on sait que ça ne marche pas. Donc il faut raisonner autrement. Et moi, je crois beaucoup à bâtir la puissance économique par l'innovation et par l'innovation de rupture. Et pour ça, il faut être pionnier et pas suiveur. Si on est suiveur, on a toujours un train de retard. Et on ne peut jamais rattraper, d'autant plus dans un monde qui s'est hyper accéléré avec toutes les nouvelles technologies. Et donc, être pionnier, ça passe par l'innovation de rupture. Vous aurez compris mon message principal. Et par définition, en fait, l'innovation de rupture, elle ne peut pas être développée par les acteurs établis. Sinon, ils vont rompre, finalement, les clés qui ont fait leur succès. Et donc, c'est vraiment clé de faire émerger, à côté des acteurs établis, qui se transforment, heureusement qu'ils sont là, des jeunes pousses indépendantes qui sont formées, qui sont fondées sur des découvertes scientifiques de rupture qui, la plupart du temps, ont été faites dans les laboratoires académiques. C'est l'histoire de Doxa Nano. Doxa Nano, c'est parti d'un brevet auquel Sébastien Lecommandou a contribué. Et on a fait du transfert de technologie, on a créé Doxa Nano, on a amélioré, voilà, l'histoire est partie. Donc il faut vraiment permettre la création de ces jeunes pousses, qu'on appelle des deep tech. Et cette création de deep tech a vraiment été très bien faite depuis 10 ans. Ça a été à l'initiative du gouvernement, ça a été aussi le secrétaire général pour l'investissement qui a été créé à l'époque par le président Sarkozy. Les administrations, les ministères ont beaucoup poussé, les territoires aussi, et la BPI est, comme vous le savez, l'opérateur clé de ce grand changement en France. Donc, créer des startups, créer des deep tech, maintenant on a l'écosystème pour le faire. Le sujet principal, maintenant, c'est de les faire croître. C'est comment on passe de jeunes pousses à des acteurs indépendants, des PME, des ETI, puis après des leaders mondiaux. Et en fait, les recommandations existent. Et pardon, j'ai oublié de vous présenter. Je suis désolée. Bon, c'est important parce que c'est l'équipe. Je suis passée sur l'innovation. C'est une équipe. Je fais un petit retour en arrière, c'est pas grave. On est en direct, mais
C'est l'équipe qui nous accompagne, c'est clé, parce qu'aucun de nous n'est clinicien, comme vous voulez, on est scientifique et business, mais on n'est pas clinicien. Et donc ça, c'est notre équipe de choc, c'est partie de l'équipe de choc qui nous accompagne au CHU de Bordeaux, donc professeur Véronique Vendrelli, Charles Dupin, Sandrine Daberna, Samuel Amatas, Amoridas, Mehran Mostafazi à Saclay, Elias Fatal aussi à Saclay. Donc ils nous accompagnent, c'est avec eux qu'on fait tous les essais cliniques, et Mehran et Elias, c'est eux qui nous accompagnent aussi sur la partie plus scientifique et modélisation. Voilà, donc c'est vraiment une équipe de choc, je voulais les présenter parce que c'est grâce à eux qu'on obtient tous ces beaux résultats, puis aussi avec notre CRO optimal. Voilà, donc je reviens à l'innovation. Donc ça, c'est un rapport que je vous invite à lire qui est paru vendredi dernier par la Direction générale des entreprises et qui est extrêmement bien fait sur comment monter en échelle maintenant les fameuses deep tech. Et la clé, je pense que pour ce rapport, c'est maintenant, et pour leurs auteurs et c'est de mettre en œuvre rapidement toutes les recommandations. On a un sujet de vitesse d'exécution en France, donc franchement, les recommandations sont excellentes, il faut juste les mettre en œuvre de façon très rapide. Alors, chez Doxa Nano, l'innovation de rupture, on la considère comme une course contre la montre parce que, évidemment, les patients n'attendent pas. Quand on a atteint un cancer, on a envie d'en guérir vite. Parce que la concurrence non plus n'attend pas. On a plein de concurrents. Et puis qu'on a besoin de créer de la valeur aussi rapidement parce que c'est un enjeu fondamental et que pour grandir, il faut des financements. Alors, à l'échelle de Doxa Nano, comment est-ce qu'on compte gagner cette course contre la montre pour vraiment faire en sorte que cette innovation de rupture devienne des produits au service des patients et au service aussi de tous ceux qui auront contribué. Alors, on a trois clés pour ça, 3 clés de réussite. La première, c'est l'ambition. C'est vraiment important. On vise grand. On veut traiter un grand nombre de patients. On vise grand, on a de l'ambition, mais on va pas à pas. Et pour cela, je vous avais montré les slides juste avant, on s'entoure des meilleurs, on joue en équipe, on veut jouer en première ligue. Et ça passe par beaucoup d'exigences, beaucoup d'engagement et aussi beaucoup de plaisir et d'épanouissement au travail. En tout cas, on était tous ensemble vendredi, c'est ce que j'ai ressenti. On a aussi, et tout à l'heure Sébastien parlait des échelles, on a aussi la maîtrise des ordres de grandeur. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Les ordres de grandeur, vous le savez, hein, c'est les puissances de 10 qui nous autorisent des approximations pour comparer des ordres de grandeur entre elles. Et nous, en fait, on utilise des ordres de grandeur à chaque passage d'étape critique, à chaque passage de jalon pour en fait vérifier la faisabilité de ce qui est fait en laboratoire, de savoir si effectivement on va pouvoir passer à l'échelle industrielle. J'insiste parce que souvent, en fait, on oublie les ordres de grandeur. Voilà, je pense que si on avait gardé les ordres de grandeur en tête, on saurait que l'énergie nucléaire est absolument indispensable si on veut rendre la planète verte. Je fais une petite parenthèse. Et par exemple, pour nous, chez Doxa Nano, on a tout de suite vérifié que la quantité de grès, puisqu'aujourd'hui les patients reçoivent 2 grès par séance pendant 25 séances, cette quantité de grès donc c'est une quantité d'énergie, était nécessaire, était suffisante surtout, pour pouvoir casser nos nanovésicules. Donc on a fait des calculs mathématiques et ensuite on a vérifié par l'expérimentation que oui, 2 grès vont suffire pour pouvoir casser nos nanovésicules. Et enfin, le dernier point, c'est l'imagination. Parce que souvent, en France, on invoque l'aversion au risque pour dire voilà, on a du mal à monter, les investisseurs ont du mal à investir. Je crois que ce n'est pas une aversion au risque, je pense que on n'a peut-être pas assez d'imagination. Parce que quand on a l'imagination, en fait, on n'a pas peur de l'avenir, puisqu'on le bâtit par définition, on n'a pas peur de l'inconnu, on n'a pas peur de prendre des risques, puisqu'en fait, on sait où on va aller, on imagine ce monde. Et donc, cette imagination, elle est clé. Voilà. Et chez Doxa Nano, on imagine les nouveaux traitements pour sauver les patients atteints de cancer avec ambition et rigueur, et avec ambition et toujours en ayant les ordres de grandeur en tête. Et en fait, ce qu'on veut faire chez Doxa Nano, c'est tous nos partenaires, c'est ça, c'est en fait de passer de la médecine du milligramme à la médecine du nanogramme. C'est ça notre ambition, c'est que demain, on n'injecte plus des milligrammes chez les patients, qu'on injecte des nanogrammes à leur service et aussi au service de la planète, comme ça on aura moins d'eau usée et on utilisera moins de matières premières. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci beaucoup Sébastien pour l'introduction et surtout un immense merci pour l'invitation. C'est un honneur et un grand plaisir de pouvoir venir vous présenter aujourd'hui ici ce qu'on a développé avec Sébastien depuis plusieurs années. Et puis merci Isabelle pour cet exposé très inspirant. Donc, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que les polymères biomimétiques développés par l'équipe de Sébastien peuvent être des alliés dans les neurosciences et ce qu'on peut appeler les neurotechnologies à usage thérapeutique.
Donc, pour cela, je vais d'abord je vais prendre le temps de faire un petit contexte, une petite introduction. On va plonger dans la physiologie du cerveau. Et puis après, je vous présenterai le projet qu'on a appelé PhotoBrain. Je vous présenterai son principe, quelques résultats qu'on a. Pour quelles applications, on focalisera un petit peu sur le glioblastome. Ça vous donnera une autre possibilité de traitement du glioblastome. Et puis, on finira par quelques perspectives. Mais on ne s'est pas concerté avec Isabelle, mais comme Isabelle, je ne pouvais pas commencer sans rendre hommage à Jacques Glowinski, qu'on appelait Glo. Il se trouve que moi, je suis arrivée en 2008, donc j'ai eu l'immense chance de faire ma thèse également au Collège de France, dans la version moderne du labo, puisque lui a été administrateur jusqu'en 2006, après il est parti à la retraite, et moi je suis arrivée en 2008. Mais ça ne m'a pas empêché de le croiser tous les jours quand je venais au labo. Il arrivait en début d'après-midi avec sa pipe à la main, et il saluait tout le monde, il prenait le temps de discuter, c'était extrêmement inspirant, c'est une grande chance d'avoir pu le côtoyer. Il venait aux réunions d'équipe, il donnait son avis, c'était super. Et en fait, en préparant cet exposé, j'ai compris qu'en fait, il y avait deux mots-clés importants que j'ai appris chez Glo. Donc, Glowinski était le père de la neuropharmacologie française, entre autres. Donc, l'étude des neuromédiateurs qui permettent la communication au sein du cerveau entre les neurones. Mais son laboratoire, petit à petit, s'est aussi beaucoup focalisé sur l'électrophysiologie, c'est-à-dire la communication électrique qu'il peut y avoir au sein du cerveau, notamment avec Jean-Michel Deniau, un autre mentor important me concernant. Et vous allez voir que cette dualité entre neurochimie, neuropharmacologie et électricité, elle est un petit peu au cœur de la démarche qu'on a eue pour ce projet PhotoBrain. Mais avant, quelques mots sur les défis pour traiter le cerveau, parce qu'il y a des défis pour toutes les maladies, mais c'est vrai que le cerveau, on a cette difficulté supplémentaire, cette contrainte supplémentaire qui est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, mais en fait, ça peut être même plusieurs barrières, c'est-à-dire que tout accès au cerveau depuis le sang doit automatiquement se faire par cette barrière qui couvre vraiment tout le cerveau. Et soit les molécules sont endogènes, elles ont leur propre système de transporteur, comme vous pouvez le voir ici, soit elles sont exogènes, et alors elles peuvent passer par diffusion passive, mais c'est extrêmement faible, ou alors il faut qu'elles arrivent à contourner, à utiliser un système de transport. Mais il y a vraiment plusieurs étapes pour qu'une molécule puisse avoir accès au cerveau. Et ça fait qu'un médicament pour le cerveau, il va marcher si on met des concentrations suffisamment importantes avec le risque d'effets secondaires associés. Mais ce à quoi on pense moins, c'est que ce n'est pas le cerveau. En fait, le cerveau est une multitude de sous-structures connectées, très interconnectées. Et parfois, la pathologie, elle n'est que dans une structure. Et d'amener un médicament par la voie sanguine, eh bien, finalement, ça peut amener à des effets secondaires partout ailleurs dans le cerveau. Donc, c'est une contrainte supplémentaire. En plus, il y a certaines maladies qui n'ont pas besoin d'un traitement continu. Si on considère l'épilepsie, un patient épileptique n'a pas des crises tout le temps. Et si on pouvait intervenir uniquement à l'arrivée de la crise d'épilepsie, on serait beaucoup plus spécifique avec beaucoup moins d'effets secondaires là aussi. Et enfin, j'y reviens, la particularité du cerveau, c'est qu'il est à la fois électrique et chimique. Parce que ce que vous voyez ici, c'est la représentation d'une synapse, le lieu de communication entre deux neurones. Et cette synapse a la particularité de transformer un message électrique de manière chimique en neuromédiateur, comme la dopamine par exemple, qui se fixe sur des récepteurs spécifiques et qui ensuite peut être reconverti en message électrique. Donc on a un message qui est à la fois rapide par l'électricité et spécifique par la chimie. Mais quand on veut guérir le cerveau, la question se pose de est-ce qu'on guérit la chimie ou est-ce qu'éventuellement on peut y aller en guérissant la manière électrique dont communique ce cerveau. Et là, je vais m'appuyer rapidement sur un exemple qui est celui de la maladie de Parkinson, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis mes débuts.
Donc c'est une maladie neurodégénérative. Les neurones à dopamine meurent, comme vous le voyez ici sur ces photos de cerveau de patients. C'est une toute petite zone de neurones à dopamine, mais qui innerve l'entièreté du cerveau. Et chez les patients atteints de la maladie, ces neurones meurent petit à petit. Ces neurones, ils ont la particularité d'être noirs, donc on voit ici qu'ils ne sont plus présents chez ce cerveau de patient. Et la simple disparition de ces neurones occasionne des symptômes moteurs très importants comme les tremblements de repos ou l'incapacité à faire des mouvements, ce qui est très handicapant, mais également des symptômes non moteurs. Donc, le traitement de première ligne qui a été découvert dans les années 60, c'est un traitement pharmacologique. On donne un médicament. Dans ce cas-là, on a la chance d'avoir la levodopa qui passe facilement la barrière hémato-encéphalique. C'est un précurseur de la dopamine. Et les quelques neurones dopaminergiques qui restent peuvent s'en saisir pour libérer plus de dopamine que nécessaire, que d'habitude. Malheureusement, c'est une maladie neurodégénérative, donc moins il y a de neurones à dopamine, moins il y a de neurones capables de prendre en charge cette levodopa, et en plus il y a des phénomènes de plasticité qui arrivent, qui font que les risques, en tout cas les effets secondaires sont de plus en plus importants, ils prennent presque le dessus sur l'effet bénéfique de la maladie, du médicament. Et en plus, il y a même des effets secondaires terribles qui sont l'apparition de mouvements involontaires. Donc même si on peut croire qu'on est avec un traitement, en fait non, on est un peu dans une impasse thérapeutique. C'est pour ça que dans les années 90, issues de la recherche fondamentale, il y a des approches qui se sont dit, plutôt que de traiter par la chimie, par la pharmacologie, on va traiter par électricité. C'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Et tel un pacemaker, on peut prendre une électrode, la mettre à un endroit très précis au cœur du cerveau, stimuler à une fréquence très précise, et alors on va améliorer les symptômes moteurs, notamment les tremblements. C'est une bonne alternative thérapeutique, mais elle s'applique finalement encore à assez peu de patients. Elle n'a tenu qu'une partie des symptômes, et en fait, son mécanisme d'action reste débattu. Donc, comme c'est un petit peu empirique, c'est compliqué d'améliorer la technologie pour qu'elle s'applique à tous les patients. N'empêche que cette première stimulation cérébrale profonde, elle s'est développée et elle a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le champ des neuroprothèses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut guérir la maladie de Parkinson, certaines épilepsies, les douleurs chroniques, par des développements beaucoup plus sophistiqués, c'est-à-dire qu'on peut stimuler en boucle fermée, on enregistre à un endroit du cerveau et on stimule en conséquence, avec la miniaturisation des ordinateurs, avec l'intelligence artificielle, et tout ça, ça donne des systèmes de plus en plus sophistiqués pour agir sur l'électricité du cerveau en vue d'atténuer les symptômes. Pas forcément de guérir, mais en tout cas de réduire les symptômes. Et aujourd'hui, on en est même à pouvoir faire ces stimulations de manière optique, puisqu'on sait comment modifier les neurones pour qu'ils soient sensibles à la lumière. Alors, pour l'instant, il y a des premiers essais au niveau de la rétine pour les personnes aveugles. Pour le cerveau, c'est encore un peu prématuré. N'empêche que ça, dans le domaine pré-médical, ça a donné lieu à un très grand développement de fibres optiques pour stimuler le cerveau par la lumière. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour la technologie PhotoBrain, c'est pour ça que je vous en parle. Si on veut agir de manière locale sur le cerveau, mais cette fois-ci encore une fois par la chimie, ce qu'on peut faire, c'est aussi, il y a d'autres pathologies qui, par exemple le glioblastome, donc un cancer du cerveau, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le guérir par des stimulations électriques. Par contre, d'agir de manière locale, donc on va pouvoir enlever la tumeur, et à la place, dans la cavité, on va pouvoir déposer de différentes manières des antitumoraux, parce que ces antitumoraux, par exemple le temozolomide, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Donc là, si on veut prévenir, empêcher la réapparition de cellules tumorales, même si malheureusement c'est rarement le cas, on peut appliquer ces traitements locaux. Et là aussi, une amélioration possible pour mieux contrôler cette libération de médicaments, c'est ce qu'on appelle la photopharmacologie, c'est-à-dire designer des médicaments qui sont sous forme inactive à la base, mais qui, lorsqu'ils sont activés à une longueur d'onde précise, vont changer de conformation et vont devenir actifs. Mais le plus souvent, ce sont des molécules toxiques. Mais n'empêche que c'est une autre manière de voir que les outils optiques peuvent participer au traitement.
Donc si je résume ce que je viens de dire, à l'heure actuelle, pour traiter le cerveau de manière ciblée, on peut soit agir sur l'électricité par les neuroprothèses ou sur la chimie, avec les développements en train de se faire qui rajoutent les possibilités avec les outils optiques. Et en réalité, le projet avec Sébastien, eh bien, aimerait se situer à l'interface de tout ça, c'est-à-dire avoir la précision temporelle de la stimulation électrique, mais avec la spécificité de la libération de médicaments, de la libération de molécules chimiques. Et c'est tout simplement là que les polymersomes photoactivables sont la clé de voûte de ce projet, c'est-à-dire utiliser les polymersomes pour encapsuler des médicaments qu'on peut photolibérer. Ce projet, il a commencé en 2018, mais il s'est appuyé sur les polymersomes photoactivables qui avaient été développés, qui avaient été publiés l'année d'avant par Sébastien et Nathan. Et donc l'objectif du projet PhotoBrain, c'est tout simplement d'utiliser ces polymersomes photoactivables, de les adapter à l'environnement cérébral pour en faire des outils de recherche fondamentale en neurosciences, mais aussi et surtout, si c'est possible, dans un futur relativement lointain quand même, développer des médicaments ou des approches thérapeutiques de rupture pour le cerveau. Juste quelques... Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le projet. Donc le principe, c'est de combiner la précision spatiale et la précision temporelle des approches déjà existantes. Et ces polymersomes, la manière dont ils sont produits, ce sont donc vraiment les polymersomes que Sébastien vous a montré en première heure, et ils sont formulés par ce qu'on appelle une émulsion-centrifugation en 2 étapes. Donc d'une part, on va faire avec des copolymères amphiphiles des micelles qui vont encapsuler les molécules d'intérêt, les médicaments, mais aussi les molécules photoactivables. Et ces micelles, on les fait passer à travers une interface, ce qui permet d'en faire comme des bicouches lipidiques, c'est-à-dire des capsules qui sont hydrophiles à l'extérieur et à l'intérieur, mais qui ont une paroi hydrophobe pour être imperméables. Et comme vous l'a montré Sébastien, le principe, c'est avec la photostimulation de ces molécules photoactivables, susciter la rupture du polymersome pour la libération à un endroit précis du cerveau. Et donc, le projet, c'est d'injecter ces polymersomes dans le cerveau, alors pour l'instant de rongeurs, animaux modèles, avec des fibres optiques, comme il en existe de multiples manières, pour photolibérer à un endroit précis, à un temps précis et éventuellement à une concentration précise. Pour aller un petit peu plus loin dans le projet, je vous présente Camille Ruffier qui réalise donc son doctorat depuis fin 2022 sur le sujet et qui a quasiment fait toutes les expériences que je vais vous montrer. Tout est pour le développement, la recherche et le développement, je dirais que tout est une histoire de contraintes, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a une contrainte qu'on va chercher à développer une solution. Et donc les contraintes qui étaient posées à nous pour ce projet, c'était quel polymersome pour être adéquat avec l'environnement cerveau, donc quelle biocompatibilité et quand même quelle efficacité. Il faut qu'on ait un système efficace de libération de molécules à la fin. Et je parlerai brièvement des applications. Donc, quel polymersome? Il fallait évidemment que ce soit non toxique. Au niveau de la taille, on a établi que1 micron, ce serait optimal pour nous, c'est-à-dire qu'on est sur des très gros nanoparticules, très grosses nanoparticules. On peut même parler plutôt de microparticules, parce que dans la conception, on ne voulait pas que nos polymersomes ils rentrent dans les cellules, on veut plutôt qu'ils restent à l'extérieur pour se situer plutôt à l'échelle synaptique. En termes d'osmolarité aussi, il a fallu revoir le concept parce que dans le cerveau, on considère que l'osmolarité est autour de 300 milliosmoles, donc il a fallu faire des ajustements. Et en termes de longueur d'onde, on a designé pour que, alors évidemment, l'infrarouge serait une solution optimale, mais en premier lieu, on a plutôt visé 465 nanomètres à peu près, parce que c'est à cette longueur d'onde que les outils classiques utilisés en neurosciences sont.
Voilà, et puis avec un système imperméable. Donc on a testé différents polymères, le PBUT-PEG et le PEG-PTMC. Et comme vous l'a mentionné Sébastien, au niveau des longueurs d'onde, on a utilisé la calcéine comme un contrôle positif, parce que c'est ce qui avait été publié par avant, et puis donc on sait que ça marche, mais on a aussi travaillé avec la thiocoumarine, qui a été développée spécifiquement par Nathan McLenagan pour ce projet, et qui donc a une longueur d'onde d'excitation à 465 nanomètres. Donc bon, je passe un petit peu rapidement, mais on avait comme ça des polymersomes qui étaient, en tout cas sur le papier, biocompatibles et qu'on pouvait charger avec la thiocoumarine. L'étape d'après, c'était de vérifier que ces polymersomes chargés de thiocoumarine pouvaient également photo-exploser et qu'on pouvait bien les encapsuler. Donc le premier travail de Camille, ça a été de caractériser ces polymersomes en termes de diamètre. Alors vous voyez qu'on n'est pas tout à fait au micron, on est un peu plus gros, donc c'est quand même des gros objets pour le cerveau, c'est une contrainte. On a toujours des efforts, enfin on essaye de miniaturiser, mais c'est pas forcément facile parce que quand on miniaturise, la question de la photoexplosion se pose. Est-ce que vraiment on peut photolibérer aussi bien qu'avant et quels sont les moyens de miniaturiser au mieux? Et après, en termes de propriétés d'illumination, avec la thiocoumarine, on arrive aussi à susciter la photoexplosion des polymersomes chargés. Donc ça, c'est tout en solution. On n'est pas encore dans le labo de biologie, on est encore dans le labo de chimie. Pour aller sur le vivant, la première étape, même si dans les faits, c'est pas forcément par ça qu'on a commencé, c'est de regarder sur des cellules en culture. Voilà. Est-ce que déjà les cellules en culture s'accommodent de ces particules? Est-ce qu'il y a de la mort cellulaire ou pas? Il se trouve que non, même s'il y a une petite baisse, on est vraiment à un très bon taux de survie des cellules, il n'y a pas d'effet critique. On est ensuite allé injecter les particules dans le cerveau, ça c'est ce que nous on sait faire, qu'on fait au quotidien. Oui, vous voyez un petit peu. On voit sur ces jolis neurones là en vert du striatum qu'on a des petits points rouges qui sont ces polymersomes qui ont été injectés. Alors finalement, ils sont beaucoup plus petits que les 8 microns qu'on attendait, mais ça c'est parce que c'était avec des polymersomes plus petits qu'on avait formulés. Et on voit qu'ils sont bien présents dans le tissu cérébral. On a aussi injecté ça chez des souris, Sébastien vous l'a montré tout à l'heure, et on a fait le suivi. On a une plateforme à Bordeaux qui s'appelle VivoOptique qui permet comme ça de faire du suivi en imagerie in vivo. Et pendant 3 semaines, on n'est pas allé au-delà, mais en fait, on voit encore de la fluorescence. Donc là, en avril, on refait une expérience où on va essayer d'aller un peu plus loin, parce que la question de la clearance, c'est-à-dire comment ces particules sont évacuées du cerveau, elles sont un peu difficiles à poser. Par contre, on peut regarder jusqu'à combien de temps on voit les particules injectées dans le cerveau. Ici, c'est toujours dans le striatum. Et alors sur certaines souris, on voyait que ça disparaissait, et puis sur d'autres, comme ici, on voit que c'est encore présent. Et en effet, alors il y a un pic, mais on peut toujours détecter de la fluorescence. Donc ça nous a conduit à conclure qu'il y avait une bonne biodisponibilité et pas de toxicité détectable. Alors moi, ma formation, elle est plutôt en électrophysiologie, d'étudier les courants, les neurones de manière électrique. Et donc, on est aussi allé voir en électrophysiologie. Donc là, vous voyez, ce sont des patrons de décharge, disons, des activités classiques qu'on peut enregistrer dans des neurones. Et je les ai, ici, pour ne pas rentrer dans le détail, compilés en un score d'excitabilité. Et soit on injecte les polymersomes dans la tranche de cerveau encore vivante et on regarde sur un temps court, à peu près une demi-heure, et on ne voit pas de changement critique d'excitabilité. Soit ici, on a injecté les polymersomes chez une souris et on a regardé le lendemain ou 3 jours après. Et là, c'est pareil, on arrive à enregistrer à proximité de l'injection des neurones qui vont tout à fait bien. Donc c'était encourageant. L'étape d'après, c'était de réaliser la photoexplosion dans le cerveau. Bon, mais avec Camille, on s'est dit quand même, ça fait beaucoup d'un coup, donc on va d'abord se mettre dans un milieu contraint, parce que tout ce qu'on connaissait de la photoexplosion, c'était en solution. Qu'en est-il dans un milieu contraint ?
Et alors, de manière un peu exagérée, on peut parler de brain phantom. En fait, c'est tout simplement un gel d'agarose qui a une texture gel un peu similaire à ce qu'on peut avoir dans le cerveau. Et alors, déjà, c'est beaucoup moins facile à imager de manière aussi jolie qu'en solution. Mais vous voyez ici ce petit polymersome qui a explosé temporairement, et puis après, on voit une dissipation de la fluorescence. Et en effet, elle a reproduit cette expérience plusieurs fois, et on a un temps d'explosion, un temps de photoillumination qui est à peu près semblable à ce qu'on peut avoir en solution, ce qui était tout à fait rassurant, et même si c'est que dans un gel, c'était déjà très encourageant pour nous. Et avec ça, on s'est lancé sur des tranches de cerveau, et alors là, on a un peu changé de dispositif, mais l'idée, c'était de stimuler et d'enregistrer une connexion synaptique, et avec les polymersomes, d'essayer de bloquer cette communication synaptique. Et donc pour ça, on a encapsulé dans nos polymersomes une molécule qu'on appelle le CNQX, et qui est un bloqueur des récepteurs en pâle, et qui médie cette transmission synaptique dépendante du glutamate. Et donc Camille, qui est quand même chimiste de formation, s'est formée avec brio à l'électrophysiologie, ce qui n'est pas une mince affaire. Et vous voyez ici qu'elle a pu enregistrer donc, des potentiels de champ, une réponse, voilà, c'est un pic. Et avec la photolibération des polymersomes contenant le CNQX, elle a pu diminuer la taille de ces réponses synaptiques. Donc elle a reproduit ça maintes et maintes fois, et surtout on a voulu faire des contrôles pour s'assurer que c'était ni la faute des polymersomes, ni la faute de la lumière, voilà. Donc, de base, voilà, quand il n'y a rien en situation basale, on a une réponse stable. Si on met juste les polymersomes sans rien faire du tout, alors ça déstabilise un peu la réponse parce que le tissu subit un peu cette entrée de polymersomes, mais on arrive à garder des réponses stables quand même. Si on met uniquement la lumière, on s'assure de ne pas la mettre trop fort, parce que ça a été montré dans la littérature. Si on stimule trop fort avec la lumière, on va impacter l'excitabilité électrique du réseau. Mais là, on est à une toute petite intensité lumineuse, ce qui est aussi très encourageant. Et si jamais on fait exploser des polymersomes qui ne contiennent que de la calcéine, c'est la condition que vous voyez en vert, on a éventuellement une légère baisse, mais qui n'est pas significative. Et alors, on peut vraiment s'appuyer sur la condition où on stimule les polymersomes chargés de CNQX et de calcéine, la calcéine permettant la photoexplosion sous l'action de la lumière, une simple LED par le microscope. Alors l'effet, il n'est pas cet effet-là finalement, on est plutôt par là. Donc quelque part, ça nous rassurait aussi pour dire qu'on a un effet fin. On libère pas, c'est pas comme si on avait du CNQX qui était vraiment dans le bain de là où est la tranche, c'est juste une action précise à un endroit, et on a dans la majorité des cas une baisse significative de la réponse de la transmission synaptique qu'on voulait bloquer. Donc ça, c'était tout à fait encourageant. Et en parallèle de ça, on a mené des études, enfin, on a discuté avec des collaborateurs pour avoir une application concrète, c'est-à-dire que là, on s'est concentré vraiment sur le développement, mais ce qu'on voulait, c'était l'appliquer à des maladies, l'appliquer disons, à des contextes thérapeutiques. Alors, ça aurait pu être Parkinson, mais ce n'était pas forcément le plus évident. Et donc, on s'est tourné vers un collègue à Bordeaux, toujours, qui est expert du glioblastome. Donc, juste rapidement, le glioblastome, en effet, c'est un cancer du cerveau. Il a la particularité, c'est pour ça que c'est très adéquat dans notre situation, la particularité d'être localisé. Donc, il ne s'agit pas d'inonder tout le cerveau de médicaments, juste la zone malade suffit. Et la rechute est quasi systématique, même s'il y a un traitement maintenant avec chirurgie, résection, radiothérapie. Malheureusement, à 5 ans, le taux de mortalité est encore très très fort. Heureusement, c'est un cancer assez rare, mais il y a quand même suffisamment de patients dans le monde pour qu'on s'en occupe. Et il y a peu d'agents de chimio qui arrivent à pénétrer le cerveau. Donc l'action locale, elle est moins invasive, en tout cas de mon point de vue. Là aussi, on pourrait parler de rupture. Considérer que pour le cerveau, parfois, d'agir localement, eh bien, c'est moins invasif que de donner un médicament par le sang qui va très peu au cerveau.
Donc ce projet, pour appliquer le projet PhotoBrain au glioblastome, il vient d'être financé là par une ANR, donc avec Thomas Daubon à l'IBGC à Bordeaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va là aussi commencer sur des dispositifs faciles, simples, sur des cellules en culture. On va voir si, avec les polymersomes, on peut, sur des co-cultures neurones glioblastomes, altérer la communication entre les deux et donc prévenir la propagation, puisque les découvertes récentes montrent que si les cellules des glioblastomes arrivent à se propager dans le cerveau, c'est parce qu'en fait elles font comme des synapses avec les neurones. Et là c'était un petit peu de la sérendipité, comme on dit, c'est-à-dire que le CNQX, qui est nous notre molécule modèle, on s'est rendu compte qu'en fait c'était, en discutant avec Thomas, que c'était une nouvelle molécule, enfin que c'était une molécule qui est nouvellement investiguée pour lutter contre la propagation du glioblastome. Donc on va comparer le CNQX mais aussi le TMZ, la molécule classique. Et puis l'idée c'est aussi d'aller chez l'animal avant de pouvoir éventuellement aller sur des étapes supérieures. On va aussi essayer de le faire sur des organoïdes à partir de cellules de patients. Donc l'idée c'est d'implanter un glioblastome et puis de voir si par des fibres optiques et la libération de polymersomes et la photolibération, on peut réduire ces tumeurs en jouant sur des protocoles de libération différentes. Voilà, ça c'était juste une application possible. Mais avec Sébastien, à chaque fois qu'on se voit, on a plein d'idées pour ces polymersomes photoactivables, pour le cerveau, mais éventuellement à d'autres endroits. Et on a des envies d'essayer de voir si on peut libérer des virus, ce qui serait aussi très utile aux neuroscientifiques qui passent leur temps à injecter des virus dans la tête des animaux à des fins de recherche. Ça pourrait aussi être d'injecter des ARN messagers à visée thérapeutique, également des vésicules extracellulaires qui sont qu'on appelle exosomes, c'est pour le coup des nanoparticules endogènes pour lesquelles on peut mettre des médicaments dedans, donc ça serait un système de double encapsulation. Est-ce qu'on peut également photolibérer des anticorps, des peptides bioactifs, voilà. Donc ça, c'est tous les perspectives du projet qu'on espère pouvoir mener. Un autre intérêt aussi, ce serait de pouvoir multiplexer la libération photocontrôlée de molécules. Donc on pourrait encapsuler différentes molécules dans différents polymersomes sensibles à différentes longueurs d'onde et comme ça libérer des molécules à différents temps selon ce qui est le plus optimal pour le protocole thérapeutique. Et enfin, ce qui se fait beaucoup pour la stimulation électrique, les neuroprothèses, c'est d'être en circuit fermé, c'est-à-dire d'enregistrer à un endroit et en fonction de l'enregistrement de stimuler en conséquence, et ça, ce serait aussi adapté, par exemple, pour l'épilepsie, où on pourrait, lorsqu'on détecte l'arrivée d'une crise, et ça, maintenant, on arrive à peu près à détecter l'arrivée d'une crise, on pourrait photostimuler pour libérer temporairement à un endroit précis des médicaments pour stopper l'épilepsie quand elle est focale, quand elle est localisée. Voilà. J'en ai fini et je vous remercie pour votre attention.